À mes côtés, Pierre Cazeneuve, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Soyez le bienvenu, monsieur le député. Bonjour. Bon, on vient de voir effectivement ce sujet sur le garde des Sceaux attendu demain en Algérie. Qu'est-ce que la France peut attendre de cette rencontre avec Gérald Darmanin et avec son homologue algérien ? Je pense que ce que Gérald Darmanin cherche en allant en Algérie, c'est poursuivre la dynamique de reconstruction de ce dialogue diplomatique extrêmement important. On sait, on a besoin de ces échanges pour des questions sécuritaires, pour des questions migratoires. Et puis, bien sûr, il l'a dit, c'est au cœur de sa venue en Algérie. C'est le cas de Christophe Blaise, dont on espère évidemment la libération prochaine. Donc voilà, donc ça sera au cœur de l'agenda des rencontres que Gérald Darmanin aura demain en Algérie. En quoi est-ce que ça peut changer la donne sur les affaires très sensibles qu'on a évoquées tout à l'heure et qui sont présentées par ailleurs dans ce communiqué de Gérald Darmanin ? Christophe Blaise, le journaliste, la criminalité organisée, le narcotrafic, le terrorisme, ce sont des dossiers qui sont très tendus, très explosifs. Comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier assez avec l'Algérie pour avancer dans la même direction ? Justement, c'est un peu la démarche qui a été initiée, d'abord avec la venue du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, puis avec la partie un peu plus mémorielle, puisque la ministre déléguée aux armées, aux anciens combattants, Alice Ruffo, est allée commémorer les massacres de Sétif le 8 mai. Et donc là, on rajoute une pierre supplémentaire avec la venue de Gérald Darmanin. On sait bien que c'est sur ces sujets, criminalité organisée, terrorisme, il y a besoin d'échanges, d'informations, de renseignements, de coopération à la fois judiciaire et policière. C'est pour ça d'ailleurs que le ministre, le garde des Sceaux, vient avec une délégation, avec la nouvelle procureure nationale anticriminalité organisée, le fameux PNACO. Donc il vient aussi avec une délégation importante. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un bon signal ? C'est un extrêmement bon signal, encore une fois, parce qu'on a besoin de pragmatisme dans cette relation avec l'Algérie. Ceux qui pensent que, en matière diplomatique, couper le téléphone, ça n'a jamais permis de résoudre des crises migratoires, économiques, sécuritaires. Petit tacle à Bruno Retailleau au passage ? Non, mais je pense que c'est extrêmement important, bien sûr avec exigence, mais d'être très pragmatique aussi dans nos relations internationales. Et c'est ce que fait aujourd'hui le président de la République en envoyant successivement ses différents ministres construire ce lien-là, avec encore une fois un objectif aussi très important, je pense qu'il doit être au cœur il y a un préalable à toutes ces discussions, qui est la libération de Christophe Blaise, parce que c'est un de vos confrères, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est enfermé en Algérie, et ça doit être absolument prioritaire dans les objectifs français aujourd'hui d'obtenir sa libération. Monsieur le député, vous savez qu'il y a des sujets qui fâchent depuis longtemps. Dans ces sujets, il y a aussi les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Quand on négocie avec un pays, et là en l'occurrence Gérald Darmanin va tenter de le faire avec sa délégation de juges hautement qualifiés en Algérie, c'est aussi dans les négociations, je te donne, tu me donnes. Jusqu'où la France est capable de céder sur les sujets, notamment sur les OQTF, sur le Sahara, sur l'énergie, sur toutes les questions de sécurité ? C'est quoi la frontière ? C'est un travail d'équilibriste. Comment se situe Gérald Darmanin ? C'est bien ça la diplomatie finalement. Voilà, on voit bien, c'est évidemment un rapport de force, mais c'est aussi évidemment des intérêts qui peuvent être convergents. Sur le sujet des OQTF, c'est extrêmement important que vous en parlez, parce que ceux qui ont proposé une espèce de rupture totale, Marine Le Pen, etc., ils sacrifient, si vous voulez, pour le petit plaisir, ils se font plaisir comme ça quelques minutes, au prix d'une impuissance sur le long terme. Parce que s'il n'y a pas ces laissez-passer consulaires, on voit bien qu'on n'arrivera pas à renvoyer ces OQTF, à renvoyer ces étrangers délinquants vers leur territoire. Et donc on voit bien qu'en matière diplomatique, pour l'efficacité... Ça ne marche pas, c'est ce que vous dites. Ça ne marche évidemment pas. Et donc du coup, pour pouvoir effectivement exécuter ces OQTF, on a besoin d'avoir un dialogue diplomatique qui soit reconstruit. Mais pour autant, il faut aussi peut-être un peu... ça marche pas. Mais il faut un peu être puissant, il faut aussi être respecté. Est-ce que la France aujourd'hui est dans cette position de respectabilité vis-à-vis de l'Algérie ? C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Je pense qu'il faut qu'on reparte sur des bases saines dans notre relation diplomatique avec l'Algérie. Certains ont employé le terme de dépassionné. Je pense que c'est aussi extrêmement important. Il y a un poids mémoriel très fort, on le sait. Il y a des communautés évidemment extrêmement importante. Il y a beaucoup d'Algériens, de descendants d'Algériens ou d'issus de l'immigration algérienne dans notre pays. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. C'est extrêmement important. Ça fait partie, c'est constitutif de l'histoire de nos deux pays. Il faut avoir maintenant, je pense, une nouvelle étape. Je pense que cette crise-là, comme toutes les crises, peut être aussi une opportunité. L'opportunité de créer quelque chose de différent. Du respect mutuel ? Avec du respect mutuel, bien évidemment. Avec un rapport de force, c'est certain, parce qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus. Mais je pense qu'on peut ouvrir une nouvelle étape. Et je pense que c'est ce que essaie de faire le président de la République et Gérald Darmanin en se rendant en Algérie. Bon, on va suivre cela de très près. Il y a la question du narcotrafic qui sera donc centrale. En l'occurrence, 6 victimes en une semaine dans notre pays. Nantes, Nice, la banlieue de Lyon, ça fait beaucoup
pour une seule semaine. À chaque fois, les procureurs évoquent la piste du narcotrafic. Pierre Cazeneuve, monsieur le député, comment est-ce qu'on a pu en arriver là sous Emmanuel Macron qui prônait cette sécurité? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'État a failli? C'est le moment de tirer le bilan. Si on se parle vraiment à visage découvert et sans langue de bois, vous nous dites quoi? Déjà, je pense qu'il faut considérer les narcotrafics pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des ennemis de la République. Et donc, il faut avoir une réponse de l'État et des pouvoirs publics à la hauteur. Je pense qu'il faut faire le lien aussi avec notre sujet précédent. Dans la coopération internationale, quand on voit une criminalité organisée comme la DZ Mafia, on sait qu'il y a des liens extrêmement importants avec l'Algérie. On sait qu'on a besoin de la coopération avec l'Algérie d'un point de vue policier, d'un point de vue renseignement, parce que parfois, ils opèrent depuis l'Algérie, depuis nos prisons, etc. Donc on a besoin aussi de ce lien-là. C'est extrêmement important aussi de dire que pour être efficace dans le narcotrafic, on a besoin de cette coopération internationale. Vous savez, le président de la République, depuis 10 ans, il a augmenté le budget de la police, de la gendarmerie, du renseignement de manière historique. Pierre Cazeneuve, donc évidemment que les résultats, c'est pas parfait. C'est ma question initiale. Mais soyons très clairs. Est-ce que l'État a failli? Quand il y a un mort dans les rues, quand il y a des gens innocents qui subissent des fusillades, qui sont des victimes collatérales de règlements de compte, de toute façon, il y a une faillite. Donc oui, on a failli. Mais je sais que c'est dur de le dire parfois, de tirer le bilan, mais soyons très honnêtes. Est-ce que l'État est responsable à 100%? C'est difficile à dire aussi. Vous voyez, encore une fois, la question, il faut se poser la question des moyens qu'on met. Est-ce que on a pris ce sujet tôt? Est-ce qu'on a pris ce sujet avec sérieux? Je pense que le président de la République l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui les résultats sont à la hauteur? Vraisemblablement non. Mais moi, je vais mettre deux choses quand même. En 2025, la loi justement liée sur la criminalité organisée, sur le narcotrafic, on a fait une loi dédiée avec la création de ce fameux PNACO dont je vous ai parlé, avec la possibilité d'ouvrir les dossiers coffres, avec les nouvelles prisons de haute sécurité, parce que là aussi il y avait une faillite de l'État, c'est-à-dire qu'on voyait bien que les narcotrafiquants continuaient à piloter leur trafic. Et encore une fois, Gérald Darmanin, avec la nouvelle prison de Vendin-le-Viel, avec Condé-sur-Sarthe, a mis en place ces prisons de haute sécurité où là il n'y a plus un téléphone. Parce que c'est extrêmement long, ça a gangréné, c'est maintenant des organisations très puissantes. Elle est toujours moins chère et elle continue à circuler dans notre pays. Ce n'est qu'un exemple, entre autres. Et donc, mais encore une fois, la lutte n'est pas terminée. On le voit bien. Alors justement, la lutte n'est pas terminée. Vous dites, le ministre de l'Intérieur défend son test riposte. Au Sénat, un texte qui vise à renforcer encore plus la prévention, la répression, avec des moyens supplémentaires, des caméras, des drones, des vidéosurveillances. Il a annoncé 700 policiers supplémentaires. Bon, ce sont des annonces. Est-ce que, encore une fois, c'est bien suffisant? Est-ce que, par ailleurs, ce texte, lorsqu'il arrivera à l'Assemblée nationale, il aura vos faveurs? Vous irez dans cette direction? Oui, bien sûr. Ça, évidemment, on a déjà exprimé notre soutien au texte du ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, il faut regarder ça depuis 10 ans. Ouais, encore une fois, quand je vous dis qu'on a augmenté d'un tiers le budget du ministère de l'Intérieur, vous dites que c'est des effets d'annonce. C'est aussi derrière des policiers, c'est des enquêteurs supplémentaires, ce sont des CRS qu'on est capable de déployer beaucoup plus rapidement dans des quartiers sensibles. Mais encore une fois, ça gangrène nos quartiers, ça gangrène nos villes. Et donc, évidemment, c'est un travail de long terme. Il y a aussi tout le travail autour d'aller chercher, d'aller taper au portefeuille. Parce qu'on voit ça aussi qu'avec les crypto-monnaies, donc c'est tout le renforcement qu'on fait sur Tracfin. Donc les gens qui arrivent ici sur votre plateau, qui disent il y a une solution magique avec moi, si vous votez pour l'Assemblée nationale, il n'y aura plus de narcotrafic dans notre pays, ils mentent ouvertement aux Français. C'est extrêmement compliqué, ce sont des organisations extrêmement puissantes. On met un maximum de moyens pour les démanteler. On a essayé de faire beaucoup bouger la loi. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'on a un océan, qu'on essaie de l'arrêter avec les mains et que quoi qu'on fasse, ça ne marchera pas. Mais non, parce que l'État est fort. Non, parce qu'encore une fois, l'État est fort, parce qu'on a bien vu le coup de filet qu'il y a eu sur la DZ Mafia il y a encore 6 mois, on a arrêté 150 têtes de réseau. Monsieur le député, elle existe toujours, la DZ Mafia. Et par ailleurs, elle donne un signal qui fait que ça incite même certaines autres organisations à se regrouper et à agir. Mais encore une fois, je veux dire, ceux qui vous disent qu'ils vont arrêter le narcotrafic d'un coup de baguette magique mentent. C'est extrêmement compliqué, mais l'État est fort, l'État est puissant. Encore une fois, on a mis les moyens pour mener ce combat. Il sera mené point par point de deal par point de deal, quartier par quartier s'il le faut. Ça prendra du temps, mais il faut dire à l'ensemble des narcotrafiquants qu'on ira les chercher au bout du monde s'il le faut, dans leurs cellules de prison, chez eux, dans leur quartier, et qu'on fera régner l'ordre de la République. Bon, on évoquait les plus jeunes, parce que, hélas, dans les victimes, les dernières victimes, elles sont de plus en plus jeunes, 13, 14, 15 ans. Les exécutants le sont également, les revendeurs aussi, et les consommateurs, n'en parlons pas. Il y a ce baromètre de l'UNAF, vous savez, tous les ans, cette grande enquête avec Opinionway pour prendre le pouls de ces familles françaises et savoir comment elles vont. Ce baromètre a été élaboré, réalisé du 29 janvier au 19 février sur un échantillon national de 2583 familles avec au moins un enfant dans le foyer de moins de 20 ans. Et voilà ce que disent les Français avec des chiffres qui confirment ce décrochage et qui confirment le manque de confiance en l'État. Côté éducation, 30% des parents interrogés rencontrent des problèmes liés
liés à l'autorité, 29 des problèmes liés à l'autorité, parce que pas assez d'argent dans le foyer. Côté finance, 53% des parents déclarent ne pas avoir les moyens de préparer l'avenir de leurs enfants. Et pire encore, à mon humble avis, si vous le permettez, 13% des familles avouent ne pas pouvoir répondre aux besoins essentiels de leur enfant. Globalement, plus de la moitié des familles qui sont interrogées disent que l'État a failli, encore une fois, que le soutien est insuffisant. Ensemble pour la République ou Renaissance, aux affaires, en 2027, pour continuer cette politique d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez la même politique, vous apportez autre chose? Qu'est-ce que vous mettez sur la table pour leur répondre très concrètement? Là, il y a beaucoup de sujets que vous abordez avec oui, en effet. diagnostic. Je ne sais pas, Randeux, vous me permettez, je pense qu'il y a une partie sur l'autorité, sur ce qu'on voit aujourd'hui à l'école. Je pense que là-dessus, on a énormément agi. Vous permettez de faire un bout de bilan, ce qu'on a fait sur le dédoublement des classes, ce qu'on a fait sur le renforcement de l'accompagnement scolaire, ce qu'on a fait sur le retour des savoirs fondamentaux à l'école. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi tout ce malaise qu'on voit aujourd'hui chez les jeunes, ce manque d'autorité qu'on voit aussi à cause des réseaux sociaux. Ça, c'est aussi une autre piste de travail qu'on a énormément abordée avec l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. C'est une mesure que nous portons avec notre groupe Ensemble pour la République, avec Gabriel Attal, aussi par le président de la République. Donc on essaye de remettre de l'autorité à l'école et dans la vie des familles. Ça, c'est extrêmement important. Il faut continuer cette politique ou il faut aller encore plus loin? Il faut aller encore plus loin. Comment? Moi, je me suis exprimé, par exemple, en début de semaine sur le retour de l'uniforme. Je pense que c'est un moyen extrêmement fort de recréer un cadre positif à l'école, de gommer un certain nombre de différenciations sociales, de lutter contre le harcèlement, qui sont là aussi des fléaux, et de remettre, encore une fois, une forme de discipline et d'autorité à l'école. C'est pas l'uniforme qui va tout régler. Mais j'ai pas dit ça. Vous me posez la question. Oui, j'entends votre réponse, mais à vous entendre, je me permets aussi de vous taquiner sur cette question. C'est important, monsieur le député, c'est pour ça que je suis là. Est-ce que l'uniforme va régler les problèmes d'argent dans les familles? Est-ce qu'elle va régler les problèmes d'austérité dans les écoles? Est-ce qu'elle va régler le manque aussi de sécurité, les moyens alloués à l'école qui ne sont pas suffisants? Est-ce que le problème de l'école peut se résumer aujourd'hui à l'uniforme? Non. Mais d'ailleurs, est-ce que j'ai dit le problème de l'école se résume à l'uniforme? Je ne crois pas. Je pense que c'est une multitude de choses. La première élément que je vous ai donné, c'est le dédoublement des classes dans les quartiers REP et REP+. C'est une des choses qu'on a fait de manière extrêmement forte. On a limité le nombre d'élèves à 24 sur le cycle primaire. C'est aussi des choses importantes. On a complètement repensé le système de recrutement avec les écoles normales, avec l'augmentation des salaires pour les professeurs, notamment à l'entrée. Enfin, il n'y a pas de solution magique. Encore une fois, ce sont des pièces d'une politique globale qu'on a essayé de mener depuis 2017, qui évidemment a eu un impact positif, mais qui n'est pas suffisant quand on regarde aujourd'hui de manière froide le constat de ce qu'est l'école aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment sur la partie école-autorité. Et encore une fois, je pense qu'on a essayé de faire beaucoup de choses avec humilité. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Moi, je continue à pousser certains autres sujets, mais heureusement qu'on a encore des idées pour 2027. Et encore une fois, heureusement qu'on pense qu'on allait dans la bonne direction, sinon on n'aurait aucune légitimité à vouloir poursuivre. Puis après, il y a la partie pouvoir d'achat, mais ça, si vous voulez... On l'évoque dans une poignée de secondes, si vous le permettez. Parce que justement, chômage, pouvoir d'achat, sécurité, ça fait aussi partie de la une du JDD ce matin, le journal du dimanche. On va vous montrer cette une, on va la décrypter ensemble. Voilà ce que dit la une. Inflation, chômage, faillite d'entreprises, l'effondrement de l'économie française. Lorsqu'on regarde encore plus dans le fond de ce qui est évoqué dans le JDD, c'est Marc Toiti, analyste économique, qui dit « L'économie française bascule dans une crise profonde que le pouvoir ne parvient plus à masquer. Derrière le discours rassurant, la France s'enfonce dans une spirale de déclin économique et social aux conséquences explosives. Le déclin français est en marche. Qu'est-ce que vous leur répondez? Déjà, je pense qu'il faut se dire qu'il y a une dimension conjoncturelle extrêmement compliquée. On a multiplié les crises, Covid, Ukraine, Iran aujourd'hui. Ça pèse lourdement le contexte économique international. La conjoncture est extrêmement difficile, ce qui a évidemment un impact sur l'économie française. Ensuite, je pense que pour répondre à votre question, il faut regarder d'abord qu'est-ce qui a marché au début du quinquennat entre 2007 et 2022, où on a réussi à baisser massivement le chômage, on a réussi à baisser massivement le déficit pour passer en dessous des 3%. On va y revenir sur le chômage, pas massivement. Et là, ça, on va vous remonter les chiffres. Et 2022, on a baissé massivement le chômage. On était à 9%, on est descendu en dessous des 7%. Non, aujourd'hui, on voit est à 8,1% aujourd'hui. Aujourd'hui, il remonte et aujourd'hui, on est à 8,1%. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait au début, dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui a marché, c'est qu'on a simplifié le droit du travail, on a eu un choc de simplification extrêmement important et qu'on a baissé les impôts sur les entreprises. Monsieur le député, on a créé un cadre stable. 8,1% des actifs sont au chômage. On a pris 68 000 chômeurs. Au total, 2,6 millions de Français sont au chômage. Et pour être tout à fait objectif avec vous, on est dans une sphère aussi, dans une ère où l'inflation est toujours grandissante. On ajoute à cela
Et vous allez pouvoir me répondre, je sais que ça fait beaucoup de questions en même temps. On ajoute à cela effectivement que le plein emploi vraisemblablement n'a pas réussi. Beaucoup ont tenté de traverser la rue sans pour autant trouver un job à la clé. Bon, on sait que le bilan est compliqué, mais... Non, le bilan, encore une fois, je veux dire, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai raconté, Je vous ai malheureusement. écouté très attentivement, Donc, je vous l'assure. Aujourd'hui, on voit que le chômage commence à reprendre. On voit qu'on commence à avoir une augmentation, ce qui nous mène aujourd'hui aux chiffres qui sont sortis en début de semaine sur ce 8,1%. Pourquoi ? C'est la conséquence d'une conjoncture mondiale extrêmement compliquée, je vous l'ai dit, c'est normal. Et deuxièmement, c'est aussi parce que depuis 3 ans, on a cette stabilité fiscale qu'on avait dans le premier quinquennat qui a disparu. On voit bien qu'aujourd'hui, on a commencé, pour les entreprises, il y a un climat un peu anxiogène parce qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin de financement et de déficit public, eh ben, on en appelle aux entreprises. Et donc ça pèse très lourdement sur la compétitivité de nos entreprises et donc sur le recrutement. Ce qu'on a fait au début du quinquennat, encore une fois, stabilité fiscale, baisse des impôts. On a baissé 30 milliards les impôts sur les entreprises, sur l'impôt sur les sociétés, sur l'impôt de production. On a simplifié le droit du travail. Mais bien sûr que oui, on a créé une centaine de milliers d'emplois avec ça. Et on a par ailleurs mis le paquet sur l'apprentissage. C'est aussi, je pense, une mesure extrêmement forte. On a doublé le nombre d'apprentis. Il y a aujourd'hui 1 million d'apprentis en France. Ce sont des politiques du travail qui marchent extrêmement bien. Depuis 3 ans, c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois, dans le contexte politique. Et donc, on voit que ce chômage aujourd'hui remonte et qu'on a une forme de morosité économique qu'il faut endiguer. Maintenant, le vrai sujet, si vous le permettez. Le vrai sujet, je pense que c'est extrêmement important. Si aujourd'hui on veut redevenir compétitif en France, il faut aborder le vrai sujet. Lequel ? C'est le sujet des retraites. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un grand mensonge. Il y a des gens qui viennent sur votre plateau et qui défendent des programmes pour les élections présidentielles en disant qu'on est capable de revenir à la retraite à 62 ans ou pire à 60 ans. Donc on travaille jusqu'à combien ? Jusqu'à quel âge pour qu'on puisse rétablir ? Nous, avec notre parti, on veut sortir de cet âge pivot qui a cristallisé beaucoup aujourd'hui d'inquiétude, de crainte. On voit que ça bloque tout. C'est quoi ? C'est la capitalisation ? Pour avoir une partie de capitalisation, c'est un autre débat, mais de toute façon, on sait qu'il faut qu'on travaille plus. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui un nouveau pacte générationnel. Il faut un nouveau pacte générationnel. C'est quoi votre pacte générationnel ? Comment vous le mettez en place ? On parlait du pouvoir d'achat des ménages. Aujourd'hui, la solidarité nationale pèse trop sur les actifs, pèse trop sur les familles. Les retraites, c'est 1/4 de la dépense publique. Et c'est plus de la moitié de notre déficit chaque année. On est complètement grévé par les retraites. On a aujourd'hui des cotisations qui pèsent sur les salariés, sur ceux qui bossent, qui sont complètement grévés par les systèmes de retraite, qui font qu'aujourd'hui, les 2 seuls commerces où il y a encore de la queue dans ce pays, c'est les pharmacies et les laboratoires d'analyse. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on ait un choc de pouvoir d'achat, qu'on ait un nouveau pacte générationnel, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y avait 3 actifs pour un retraité. Mais j'arrive pas à comprendre comment vous le mettez en place, ce pacte générationnel, avec l'adhésion de tous, des plus jeunes qui doivent se mettre au travail et des plus âgés qui vont continuer à travailler. Il faut qu'on repense globalement notre fiscalité. Il faut qu'on baisse massivement les cotisations qui pèse aujourd'hui sur ceux qui travaillent en élargissant les assiettes sur les impôts qui touchent tout le monde. D'accord. Ça, c'est extrêmement important d'avoir ce transfert de fiscalité pour qu'on puisse baisser, encore une fois, les cotisations sur ceux qui travaillent. Aujourd'hui, nos actifs sont asphyxiés et ils vont l'être de plus en plus parce que nos aînés vont vivre de plus en plus longtemps et nous, on aura de moins en moins d'enfants. Une des conséquences de ce triste bilan que vous avez dressé de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, la natalité est en berne et donc la situation qu'on a aujourd'hui, elle va encore plus s'accentuer. Donc, il faut absolument qu'on remette les choses. Qui font qu'on fait pas d'enfants. C'est la problématique. Mais bien sûr. Sur l'écologie notamment, je sais que ça vous touche particulièrement. Il y a énormément de sujets, mais ce que je vous dis, c'est le constat sur la baisse de la démographie. Déjà que le problème des retraites est extrêmement important aujourd'hui, il va devenir encore pire. On va droit dans le mur. Je vous le dis très sincèrement, on va droit dans le mur. On a besoin de travailler beaucoup plus longtemps. Et parce que, encore une fois, ça va peser sur les actifs. Parce ça veut dire quoi, on va droit dans le mur ? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de retraite ? Parce que le système va exploser. Donc le système actuel, pour vous, ne marchera plus, c'est plus possible. Ça ne peut pas continuer. En tout cas, il faut prendre des mesures extrêmement fortes et des réformes extrêmement fortes pour que ça puisse continuer. Parce que la réalité, c'est que le système actuel ne peut pas durer. Et ceux qui racontent n'importe quoi en disant qu'on peut revenir à 62 ans ou pire, parler à 60 du Rassemblement national, le Rassemblement national, le Parti socialiste, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, mentent ouvertement aux Français. On va droit dans le mur. On a besoin de remettre tout à plat, un nouveau pacte entre les générations, parce que sinon notre génération, votre génération, celle de nos enfants, va droit dans le mur, ne connaîtra jamais les retraites. En 2 mots, parce que le temps passe très vite, est-ce que taxer les super profits, ça peut aussi aider à ramener de l'argent dans les caisses ? On a parlé de Total Energy, mais pas que. Il y a des grandes entreprises, des grands groupes qui génèrent des milliards de bénéfices. Est-ce qu'il faut aussi se pencher sur cette question ? Doit-elle arrêter d'être tabou, notamment concernant le groupe auquel vous appartenez ? Elle n'a jamais été tabou, puisque par ailleurs, on a déjà mis en place un certain nombre d'impositions de manière très spécifique, notamment après la crise énergétique en Ukraine, sur ce qu'on appelle les profits indus. Quand on est vraiment très libéral, on n'aime pas les rentes. Ça a été dans le programme aussi d'Emmanuel Macron. Et donc, quand il y a des profits qui sont indus, qui peuvent lier à des crises, à des guerres, et évidemment, il faut les récupérer. Ça n'a jamais été un profit. Après, le mythe d'aller taxer toujours plus les entreprises, on a les entreprises les plus taxées du monde.
Bon, donc la France, on est champion du monde déjà en taxation des entreprises. On parle juste des des super profits, on ne parle pas de l'entreprise en général. Faisons le distinguo, c'est important en économie. Mais c'est quand même, vous savez, c'est toujours des signaux. Quand on taxe les plus grandes, derrière, ça a un impact sur les plus petites. C'est ça le climat fiscal. Et donc, encore une fois, je vous dis, sur le sujet des rentes, on l'a fait il y a 2 ans dans le budget pour aller chercher ce qu'on appelle les rentes inframarginales. Excusez-moi, c'est un peu technique, justement, sur les super profits liés à l'énergie. Mais encore une fois, il n'y a pas de tabou autour de ça. Donc, mais ce n'est pas la solution. Arrêtez de faire croire aux gens qu'on a Alors nous, on ne fait rien croire, mais on pose des questions. Je me permets de vous le dire. Que nos oppositions, Rassemblement National, France Insoumise, Parti Socialiste, qui disent on va tout régler en allant taxer les entreprises, là aussi c'est un mensonge. Pierre Cazeneuve, qui va représenter toutes ces idées que vous nous avez évoquées, parce qu'il y a un fauteuil, à prendre. Qui veut prendre sa place, l'émission, vous savez, sur France Télévisions, qui veut prendre sa place? On y joue beaucoup apparemment, y compris dans votre groupe. Est-ce que ce sera Gabriel Attal qui est presque candidat ce matin dans cette tribune du journal du dimanche? 500 maires appellent Gabriel Attal à y aller, à se présenter. Puis on sait qu'Édouard Philippe, lui, s'est présenté depuis longtemps, qu'il a une assise, qu'il est déjà maire du Havre et qu'il a aussi cette communauté de maires derrière lui qui pourrait l'aider. Et au-delà de ça, on a Elisabeth Borne qui vous a dit bye-bye, qui monte aussi son mouvement. Elle a été rejointe par d'anciens ministres, notamment Agnès Buzyn, etc. Et puis, il y a Gérald Darmanin, qui est aussi sur tous les fronts, avec l'Algérie, avec l'aide à l'enfance dont il a parlé. C'est qui, pour vous, celui qui aura vos faveurs? Mais très concrètement. Vous me demandez qui j'étais. Moi, vous savez, la loyauté, c'est la chose la plus importante pour moi. Donc, moi, je suis loyal à ma famille politique. Le président de ma famille politique, c'est Gabriel Attal. C'est le président de mon groupe parlementaire. Aujourd'hui, évidemment, que je le soutiens dans sa candidature, s'il devient candidat, s'il l'annonce dans les prochaines Il doit y aller? Oui, je pense que c'est important que notre famille politique soit représentée dans cette échéance extrêmement important. Et je pense qu'il a toutes les qualités pour le faire. Encore une fois, vous avez vu, il y a beaucoup de sujets qui sont mis sur la table, beaucoup de réformes encore à mener. Et on pense encore qu'on a des choses à dire aux Français, qu'on a un projet à porter pour ce pays. Par contre, là où je serai extrêmement vigilant, parce que vous avez évoqué un certain nombre d'autres candidats, d'autres candidatures, il ne faut pas qu'on devienne le centre le plus bête du monde. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'on doit à nos électeurs, quand on voit aujourd'hui la menace des extrêmes, d'un deuxième tour Mélenchon, Bardella, il faut absolument qu'on n'ait qu'un seul candidat à la fin. On y sera extrêmement vigilant. Je salue d'ailleurs le pas et l'intelligence qu'ont aujourd'hui Édouard Philippe et Gabriel Attal. Mais pour vous, ce sera Gabriel Attal? Pour moi, ça sera Gabriel Attal. Non. Mais le plus important, à la fin, c'est qu'on n'ait qu'un seul candidat pour éviter à la France un duel mortifère entre les extrêmes et porter un projet de responsabilité et d'ambition pour le pays. Merci Pierre Cazeneuve d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Dans la politique, c'est clair.